L'influence de l'intelligence économique sur la prospective. Voici donc le titre de l'ouvrage qu'il vient de mettre sur le marché burkinabé. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, dans votre émission Le Grand Déballage, nous avons décidé de recevoir le ministre Harouna Kaboré, ancien ministre du Commerce du Burkina Faso, écrivain qui vient de sortir donc son tout premier livre. Il faut s'y aller au passage qu'en 2022, il a soutenu sa thèse de doctorat, et ça fait de lui désormais un docteur au pays des hommes intègres. Le ministre Harouna Kaboré est avec nous. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous appelle quoi? L'écrivain, le ministre, ou quelle est l'appellation qui vous sied le plus? Je voudrais, avant tout propos, dire que notre pays est en lutte. Et c'est le lieu pour moi, donc, de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité qui se battent nuit et jour pour la reconquête de notre territoire qui est pollué par des forces obscurantistes. Indiquer ma compassion aux familles éplorées qui ont perdu des fils, des filles, que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan civil, et dire combien il est important pour nous de continuer à mener des actions de solidarité envers les personnes déplacées internes. Quand on a été ministre d'un gouvernement qui s'est battu pour la sécurité, qui n'a pas réussi et qui voit que la situation est toujours ainsi, quel est le sentiment qui vous anime? Je dirais tout simplement que, pour revenir à votre première question, que je suis plutôt un auteur. C'est beaucoup plus simple, écrivain, et ça me semble de quelque chose de très professionnel, des gens qui ont une formation particulière en la matière. Je suis juste un auteur qui a publié un livre. Je voudrais dire que la lutte contre le terrorisme, dont le Burkina Faso est victime depuis 8 ans maintenant, est une lutte âpre. Parce que la crise elle-même, elle est, j'allais dire, définie comme une crise multidimensionnelle. Et il y a eu certainement, depuis que la lutte a engagé, des succès et des insuccès. Et j'ai toujours pensé qu'il faut aller de l'avant en encourageant les forces de défense et de sécurité à conquérir donc le territoire et pour que nous puissions penser le Burkina Faso tel que nous le souhaitons, tel que nous le rêvons. Avec le recul, qu'est-ce que vous vous dites? On est sur le bon chemin, ça patine toujours ou bien les perspectives sont meilleures? D'abord, chaque personne doit connaître, j'allais dire, ses limites de compétences et d'incompétences. Je n'ai aucune qualification pour apprécier des opérations tactico-opérationnelles de nos armées. Le rôle du citoyen que je suis, c'est de continuer à contribuer à travers la réflexion, c'est de continuer à mener des actions d'éducation citoyenne et d'entrepreneuriat social, comme je le fais avec Endogène, pour accompagner les personnes déplacées internes, pour faire en sorte que le vivre ensemble s'améliore, pour faire en sorte que nous puissions être des Burkinabés et qui vivons loin de la stigmatisation. C'est le rôle que nous pouvons jouer, c'est le rôle que nous connaissons le mieux, et je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Ancien ministre du Commerce, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes parti du gouvernement environ presque 2 mois après qu'il y a eu le coup d'État, le premier coup d'État contre le président Kaboré. Comment vous avez vécu ces événements-là? Je voudrais dire que notre pays a, depuis 8 ans avec la crise sécuritaire, cela a créé beaucoup de désunion au niveau donc de Burkinabé. Cela a créé beaucoup de situations où au niveau des communautés il y a des problèmes. Cela a certainement donc impacté aussi le fonctionnement normal donc de nos institutions de la vie économique, et cela a différents types de conséquences comme ce qui est arrivé le 24 janvier. Et je pense que c'est tout cet imbroglio qu'on n'a pas su ensemble gérer, tous les compartiments de l'année de Burkina Faso, tous les compartiments de notre nation, qui nous ont accompagnés à engager donc dans cette situation que nous vivons. Mais le plus important, je le dis encore, c'est d'aller de l'avant. C'est d'avancer et c'est de regarder, parce que le plus important pour vous et pour moi, il me semble, c'est le Faso d'abord. Nous devrons continuer à pédaler pour sortir de cette situation, et je pense que l'avenir nous permettra de penser nos plaies et de regarder davantage mieux dans la même direction, de converger davantage, parce que c'est ça qui est le plus important. 2015, on vous a vu contre Diendéré, vous étiez l'un des éléments phares de cette lutte avec d'autres organisations de la société civile. 2022, vous étiez dans le silence. Comment expliquer 7 ans plus tard cet inactivisme, à la limite, contre un autre coup d'État militaire au Burkina? D'abord, je ne pense pas qu'il y ait des héros solitaires. Je n'ai pas dit vous seul, j'ai dit vous n'étiez pas seul. Il y a d'autres personnes, mais on vous a vu dans plusieurs documents où vous étiez en train de coordonner certaines actions en 2015. Merci de ce que vous avez dit. Vous avez parlé de coordonner. Donc, on n'est pas des héros solitaires. Il y a une dynamique nationale à cette période-là
qui correspondaient à des évolutions après l'insurrection populaire. Il y a eu d'autres dynamiques à partir donc de janvier 2024 qui n'ont pas produit les mêmes effets, parce que contrairement à ce qu'on pense, l'histoire ne se répète jamais. En fonction donc des contextes, en fonction des situations, les réactions donc des peuples sont en fonction. Les peuples n'ont pas réagi comme ils l'ont réagi en 2015, et c'est le constat qu'on peut faire. À la chute de Roch Kaboré, vous n'étiez plus ministre. Est-ce que vous vous êtes dit, nous on est parti juste après, nous c'est le déluge? Oh, ce serait très prétentieux. Le président Roch Marc Kaboré m'a fait confiance pour gérer le département de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, par rapport donc à une vision qui était sa vision en 2018. À partir donc de 2021, fin 2021, il a pris d'autres décisions pour faire confiance à d'autres personnes pour continuer la mise en œuvre de son programme politique. Je préfère plutôt saluer l'occasion qu'il m'a donnée d'exercer en tant que ministre de la République et dire, surtout que je suis venu après qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été ministres de commerce et avant Roch Marc Kaboré, il y en a eu d'autres. Chacun passe, il joue sa partition et puis il a ses succès, ses insuccès, et puis il continue. Et puis en dehors donc de ce poste, je crois que j'ai pas arrêté donc de continuer à servir mon pays à travers donc l'association endogène. Donc non, pas du tout. Il ne faut pas. Alors, être ministre, on voit tout ce qu'on a comme avantage, retombées hautes. Du jour au lendemain, de plus être ministre, comment on vit ces moments-là en fait? Je ne sais pas de quel avantage, de quelle retombée vous parlez, mais ma vie n'a pas changé. Vous n'allez pas nous dire qu'être ministre n'est rien dans votre vie? Être ministre de la République, c'est quelque chose d'important parce que vous êtes au niveau donc décisionnel, vous arrivez à impacter. Vous savez, sur le plan organisationnel, une association que je conduis aujourd'hui peut faire des propositions, peut émettre des idées, mais vous n'êtes pas à l'opérationnel sur tous les plans. Je pense qu'au niveau des politiques publiques, être ministre vous permet, dans votre département et avec la contribution des autres collègues dans les autres départements, de prendre des décisions pour la vie de la nation. Donc on ne peut jamais dire que c'est rien. D'abord, c'est ce que vous faites et à ce que vous recevez. Moi, je me suis énormément enrichi à cette fonction. En tant que chef d'entreprise, je connais le cœur de mon entreprise, le ventre de mon entreprise. 4 ans après, je peux prétendre connaître le cœur, le ventre du Burkina Faso. Et ça, c'est pas tout le monde qui a eu cette occasion. Donc moi, c'est une belle occasion pour connaître mieux le Burkina et de relativiser même sur beaucoup de choses, d'avoir donc une démarche certainement meilleure que j'avais lorsque j'étais de la société civile. Donc je pense que c'est forcément je me suis enrichi. Certains anciens ministres nous disent que c'était un fardeau que d'être ministre parce que vous n'êtes plus libre, vous ne pouvez pas être comme tout le monde. Est-ce que vous avez vécu ça de la même manière? Moi, j'étais plutôt dans une logique, c'était très exaltant. Ouais. Vous savez, vous croyez à des valeurs, à des idéaux, à des choses que vous souhaitez mettre. Le think tank Burkina International que j'avais créé, nous discutons régulièrement donc d'une certaine forme de transformation structurelle de l'économie. Un vrai impact, un changement basé sur l'industrialisation, un changement basé sur le consommation local. Et puis un jour, vous avez l'occasion, à travers votre lettre d'émission, de travailler à la mise en œuvre de politiques publiques qui parlent peut-être du même sujet, notamment l'axe 3 du PNDS qui parle donc de la promotion donc des filières porteuses, des secteurs porteurs. Et là, vous croisez quelque chose que vous aimez et qu'on vous donne l'occasion donc de mettre en œuvre parce que c'est votre lettre de mission qui vous demande de le faire. C'est pas vous qui apportez donc ces axes d'orientation, c'est quand même le président, son premier ministre. Mais ça croise ce que vous avez envie de faire et là, vous arrivez à mettre en œuvre, comme vous l'avez vu dans le consommation local, sur la certification des produits. On reviendra sur tout ça. Donc ça, quand même, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça, oui. Maintenant, toute tâche que vous menez dans la vie, vous levez le matin, vous vous couchez le soir. Si vous travaillez beaucoup, vous vous fatiguez. Si c'est dans le sens, effectivement, le fait qu'on se fatigue, comme quand on était dans le privé, oui. Mais en termes donc de charge, comme on vous a chargé, c'est un fardeau que vous souhaitez pas. Non. Je pense qu'on accepte quand même d'être ministre. On n'est pas dans la contrainte de corps. On n'est pas dans la contrainte de corps. Et comment on vous a informé que vous n'allez plus être reconduit avec le Premier ministre Lassina Zerbo? Je dirais tout simplement donc de la même manière que j'ai été invité dans le gouvernement. Vous savez, c'est le Premier ministre qui fait le gouvernement, en tandem avec le président du Faso. Donc vous avez soit l'occasion d'échanger avec le Premier ministre ou les deux à la fois, avoir entré au gouvernement comme avoir sorti du gouvernement. Donc c'est les mêmes canaux. J'ai eu des échanges. Lassina Zerbo vous a appelé pour vous dire c'est bon. Moi j'ai eu 2 premiers ministres, c'était Paul Kaba Thiéba et Christophe Dabiré. Oui. Donc j'ai pas eu affaire à
M. Lassina Zerbo. Et le président lui-même, est-ce qu'il vous a tenu informé du fait qu'on n'allait plus vous reconduire? Le président est une personne élégante. Je pense que c'est pas le jour. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger régulièrement avec le président sur la trajectoire, comment il fait les choses. Donc, de la même manière, j'ai échangé longuement avant lui, à travers donc des propositions avant d'être ministre. De cette même manière, j'ai eu l'occasion d'échanger régulièrement avant lui, avant le jour, effectivement, donc, de décision d'être dans un gouvernement ou pas. Donc, c'était un processus permanent. Est-ce que c'est lui-même qui vous a dit que vous n'allez plus être ministre du Commerce? Le Premier ministre a changé. Le président de la République était toujours en fonction. Bien sûr. Donc, il est clair. Surtout que vous avez battu campagne avec lui, avec le Rock Label et tout ça. Ce n'est pas un remaniement où il y avait le même Premier ministre qui était là. C'était une nouvelle dynamique. Donc, celui qui est en poste au moment où on partait, c'était le président, à mon sens. Donc, on a eu des échanges avec le président. Est-ce que le président vous a dit c'est bon, je ne vais plus vous reconduire? Les choses ne sont pas dites comme ça. Je vous ai dit que ce sont des orientations sur lesquelles effectivement donc, vous travaillez pendant longtemps. Donc quand vous discutez au cours de la discussion, quand vous échangez, vous voyez les nouvelles orientations donc, du président d'une manière ou d'une autre qui préfère certainement donc faire les choses avec d'autres personnes et puis on continue comme ça. On vous appelle pas pour dire on vous a éjecté, vous faites pas partie. Non, c'est pas l'animosité. Est-ce qu'Harouna Kaboré, malgré tout ce qui a été dit autour de votre personne, après avoir quitté le gouvernement, vous êtes aujourd'hui un homme comblé? Les railleries, les calomnies, vous en avez vu et vécu sans doute quand vous étiez ministre, combattu souvent aussi. Je dirais qu'il n'y a pas d'avenir pour quelqu'un dans un pays qui n'en a pas. De cette même manière, il ne peut pas avoir de paix intérieure et de quiétude individuellement lorsque votre pays est en lutte, lorsque de temps en temps vous êtes... Nous voulons faire une escalade sur les inimitiés personnelles que vous avez vécues. J'arrive. Donc sur cette base-là, je ne peux pas dire que je suis quelqu'un qui est très heureux d'une manière ou d'une autre. Je suis plutôt quelqu'un qui est soucieux de l'avenir de mon pays. Donc forcément, je me pose les mêmes inquiétudes que le Burkina Faso, que les autres Burkinabés. Donc je ne peux pas être quelqu'un qui est heureux. Maintenant, sur... la fonction ministérielle et ce que vous avez subi. Non, je pense que ça fait partie du jeu. Hein? It is a part of the game, si je peux dire les choses comme ça. Lorsque vous êtes un homme public, il y a ce que les gens attendent de vous. De la droiture, du résultat, de la transparence, de la redevabilité. Tous les citoyens s'interrogent, ils s'inquiètent par rapport à vos décisions, ils veulent comprendre la trajectoire. Donc, c'est à ce titre-là que les gens vous interpellent, qu'ils vous disent... Maintenant, vous savez, moi, j'avais plus l'habitude de ne pas répondre, je ne répondais pas parce que la seule réponse pour moi, lorsqu'on menait une critique sur une action qui n'est pas bien faite, c'est de réunir mon équipe et de dire on doit mieux faire. Si une information n'est pas bien passée, c'est de faire en sorte que nous communiquions davantage pour que les gens comprennent ce qu'on a voulu faire et où est-ce qu'on va. S'il y a des insatisfactions, c'est de corriger. Donc, je pense que je n'ai pas attendu après. Au fur et à mesure qu'on était en fonction, on essayait donc de faire les choses donc, de cette manière. Donc, terminé, vous allez voir que les gens, c'était le ministre à qui ils s'adressaient, ils voulaient qu'il s'améliore. Une fois que vous n'êtes plus ministre, bon, ils ont affaire à un autre ministre. Et vous n'en voulez pas à toutes ces personnes qui vous en voulaient? Je ne sais pas si les gens m'en voulaient. Vraiment, les gens voulaient qu'il y ait des résultats. Les gens voulaient que les aspirations profondes, effectivement, donc du peuple tel qu'ils se sont battus, puissent aboutir. Donc, je ne crois pas que c'est un problème personnel. Il peut arriver ça et là, des adversités que vous vivez, mais ça fait partie des conséquences de certain nombre de décisions que vous prenez qui touchent à des intérêts de personnes qui, par égoïsme, souvent peuvent réagir. On a souvenance de cette décision sur les alcools frélatés en son temps. On disait même qu'il y avait une délégation qui était allée voir le président pour dire ce ministre-là, il faut l'éjecter du gouvernement parce qu'il est en train de jouer contre nos intérêts. Oui, mais justement, peut-être qu'ils ne connaissent pas très bien le président, peut-être dans sa façon donc, de faire. Moi aussi, j'ai lu dans les journaux, mais le président et moi, en aucun cas, il y a eu des discussions pour dire arrêtez telle bonne décision, arrêtez telle bonne décision. Au contraire, j'ai régulièrement eu le soutien du président et des deux premiers ministres sous qui j'ai servi sur l'ensemble des décisions. Du reste, je précise que les décisions que je prenais n'étaient pas ex nihilo. C'était conforme à une lettre d'émission que m'a donnée le Premier ministre. Donc c'est une lettre d'émission qui dit lutter contre, j'allais dire, les produits prohibés, lutter contre la contrefaçon, assainir le secteur donc, du commerce, faire en sorte de protéger les industries, protéger le consommateur. Parce que quand même, la Commission nationale de la concurrence des consommateurs, c'est quand même dans mon département ministériel. Donc, on s'occupe des importations, veiller à ce qu'il y ait des produits de bonne qualité. Donc, c'est pas moi, c'est la lettre d'émission. Donc, comment est-ce qu'au cours
dans le cadre de la mise en œuvre de la lettre de mission, on prenait une décision pour assainir le secteur de boissons, pour éliminer les boissons frélatées, et puis les mêmes personnes qui vous ont de la lettre de mission viendraient vous dire de ne pas faire. Donc vous savez que ce sont des intérêts qui sont menacés, donc du coup ils vont pas laisser des marques, comme on dit. Je crois pas que je défendais mieux les intérêts du Burkina Faso que le président et le Premier ministre. Moi j'étais Nous parlons notamment des producteurs de ces produits-là notamment. Ah oui, eux ils ont des intérêts qui étaient menacés. Leurs intérêts étaient menacés, mais le président et le Premier ministre étaient conformes à la lettre de mission, donc ils ne peuvent pas rentrer dans la logique pour me dire d'arrêter ça ou de ne pas arrêter ça, pas du tout. Pour l'ensemble des citoyens qui nous regardent, quand on était ministre, tout le monde est à vos services, sécurité, chauffeur, et puis quand vous arrivez, tout le monde vous respecte. Est-ce que ce monde-là, aujourd'hui, est reconnaissant envers vous, ancien ministre? Moi, je viens du secteur privé. Je viens du secteur privé, j'étais déjà chef d'entreprise. J'étais élu consulaire, représentant le bureau d'études à la Chambre de commerce. Donc je connais beaucoup d'acteurs du secteur privé. Je les fréquentais déjà. Donc quand je suis arrivé au gouvernement, je n'étais pas dépaysé par rapport à ces acteurs du secteur privé. Donc je n'avais pas commencé à entretenir autre type de rapport où voilà, c'est le non, on a gardé nos rapports effectivement donc d'accompagner le secteur privé, donc ça n'a pas changé, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis reparti dans le privé. Je continue de rencontrer donc les acteurs du secteur privé sans problème. Et les anciens collaborateurs du ministère? La plupart viennent du ministère donc du commerce. Ils sont restés au ministère et ils ont gardé certainement donc cette relation fraternelle. Certains vous appellent pour causer ou demander ce que vous devenez. Alors, parce qu'il y a cette familiarité-là qui est un peu restée. Quand vous rentrez dans une entreprise privée ou dans une administration où il y a à peu près 600, 700 agents, il est clair que certains collaborateurs, vous avez de la proximité au regard donc, du temps passé, et puis il y en a d'autres, il n'y en a pas. Dans une entreprise, vous faites de nouveaux amis ou vous en faites pas. Donc il est clair qu'il restera donc quelques personnes sur lesquelles au regard donc certaines proximités, vous avez les nouvelles des uns et des autres. Il y en a avec qui vous êtes devenus des amis, vous pouvez vous fréquenter dans la vie. Et puis il y en a d'autres, c'était la relation purement professionnelle. Donc ça reste là. Il nous est revenu à Aruna Kaboré, avant d'ouvrir le gros chapitre consacré à ce livre-là, que vous avez renoncé aux 6 mois qui étaient versés au ministre après leur départ du gouvernement. Vous voulez confirmer? Oui, quand j'ai quitté le gouvernement, oui. Je repartais dans le privé. Pour moi, c'était ça. Je ne m'attendais pas à une autre fonction. Je l'ai dit au président, moi, je repars dans le privé, comme j'étais venu. Donc, j'estimais que j'avais plus à garder une relation fonctionnelle avec, je devais dire, l'administration, une relation intramuros. En tant que chef d'entreprise, c'est clair qu'il va y avoir des relations extramuros. Donc, j'avais estimé que c'était bon que, par rapport à conviction, tout ce que j'ai toujours défendu, que je ne garde pas cela. Donc, j'ai fait une lettre le 22 décembre adressée au secrétaire général du gouvernement et ampliation au ministre des Finances et au ministre de la Fonction publique pour demander donc, de mettre fin à mes 6 mois donc, de salaire. Je sais que le mois de décembre ou le mois de janvier qui a suivi, la solde n'avait pas pris ça en compte. Ils avaient payé le salaire. J'ai fait un chèque, j'ai remboursé. Ah, vous avez remboursé? Ah oui, parce que moi, j'étais plus en fonction. Et puis le mois qui a suivi, ils ont quand même fait le virement. J'ai fait un chèque, j'ai remboursé. Et j'avais demandé au DAF en son temps donc, de veiller à ce que ce soit fait. Donc ça a été fait. Et c'était 2 courriers. J'avais fait aussi un courrier aussi le même 22 décembre adressé à l'ASE. Où pour des questions de redevabilité, je vais demander à l'ASE de venir auditer mes 4 ans de gestion passés au ministère, parce que pour des questions de redevabilité, je voulais moi-même savoir est-ce que j'avais bien géré les deniers publics, est-ce que il y avait des améliorations, parce qu'ils font beaucoup de recommandations pour ceux qui vont me suivre. Comment on les appelle? L'État étant une continuité. Voilà, pour regarder s'il y avait des améliorations, les rapports pouvaient servir. Donc j'ai écrit à l'ASE le 22 décembre pour demander une audit de mes 4 ans de gestion. Donc je pense que pour moi, c'est des actions de redevabilité. Voilà, quand vous gérez, vous devrez faire ça. Et puis pour moi, je n'avais plus à prendre 6 mois de salaire. Moi, je partais dans le privé. Donc voilà. On va parler du livre à présent, mais je m'en voudrais de ne pas vous demander, est-ce que depuis le 24 janvier, et Kerock Kaboré n'est plus présent, vous êtes parlé? Ah oui, moi je vous ai dit, j'ai eu des rapports intéressants avant, oui. J'ai eu des rapports très bien pendant, et après j'ai des rapports intéressants avec le président, en fonction de la disponibilité. Vous êtes vu physiquement? En fonction de la disponibilité du président. Quand il a été totalement libre de ses mouvements, est-ce que vous êtes vu physiquement? En fonction de la disponibilité du président, je le rends visite. Je n'ai aucun problème avec le président de la République. En fonction de la disponibilité, il me reçoit. D'accord. Alors parlons à présent de ce livre-là. C'est vraiment l'objet de notre entretien de ce jour. L'influence de l'intelligence économique sur la prospective. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre? Vous et puis l'écriture, ça a commencé comment exactement? D'abord, il faut dire que la réflexion d'abord,
c'est l'une de mes passions. Donc avec mes camarades, on a toujours été dans la réflexion à travers le think tank, à travers d'autres cadres qu'on avait créés même avant le think tank. On avait créé nous une organisation avant qui s'appelle Participe Futur. C'est pour le futur qu'on participe. Donc on était dans une logique donc de travailler. Ça a été d'ailleurs repris par des jeunes qui ont créé une association qui s'appelle Participe Futur. J'apprécie beaucoup. Donc dans cette dynamique-là, lorsque j'ai eu l'occasion de faire une thèse sur l'intelligence économique, j'ai trouvé quand même de la matière. Et surtout la relation que j'ai faite avec la prospective, je pense qu'il y avait de la matière que je pouvais réellement exploiter pour ne pas laisser seulement le document académique. Donc je me suis mis en tout cas à exploiter la matière, notamment sur les champs définitionnels. Et puis après, la suite maintenant, je me suis basé sur ça maintenant pour construire ma propre réflexion, comment ça pouvait servir. Est-ce que ce livre-là s'inscrit dans la logique de votre thèse? Est-ce que vous avez dit qu'il y a un lien étroit entre ce document-là et la thèse que vous avez soutenue en 2022? Oui, en partie parce que c'est l'un des matériaux de base, parce que la recherche que j'ai faite sur l'intelligence économique et la prospective m'a permis, par exemple, dans la première partie du livre, de bâtir les champs définitionnels, de poser le sujet, de poser la problématique, de définir la problématique. Ça, c'est quand même important, parce que c'est après avoir bien défini ça que vous pouvez maintenant faire vos propres je veux dire, vos propres démarches, vos propres réflexions, vos propres idées, vos propres préconisations. Mais quand même, la partie académique, la science en elle-même, parce que c'est une science de gestion, de management, c'est pas vous qui êtes l'inventeur. C'est pas vous qui êtes l'inventeur des définitions de ce que c'est. Donc, il était quand même bon de poser cela. Donc, oui, la thèse m'a servi sur la partie définitionnelle, oui. Alors, on parle des préconisations pour l'étude nationale prospective Burkina 2050. 2050. Est-ce que la dynamique actuelle, c'est de faire en sorte que on puisse avoir des plans de telle sorte qu'aucun président, même si tu as un mandat de 5 ans ou de 10 ans, tu ne puisses plus véritablement tout changer dans le pays? Alors, notre pays a adopté une prospective Burkina 2025. Nous y sommes dans 2 ans déjà. Nous oui, serons tout là, à fait. On est à la fin. Donc, pour permettre d'avoir une base à long terme. Parce que la prospective permet à la fois donc de convoquer le passé, de s'appuyer sur le présent pour pouvoir mieux se projeter à l'avenir. Donc cette étude-là était quand même une boussole pour permettre de bâtir les autres politiques publiques, notamment les référentiels de développement. Donc c'est une vision à long terme que cela elle définit pour donc être un outil d'aide dans les décisions. Et nous avons estimé que si en plus de cela on avait réellement fait des études thématiques sectorielles, ça aurait pu faciliter l'élaboration des politiques publiques et de ne pas être surpris dans un certain nombre de situations. Deuxièmement, en 2018, le Burkina a adopté une loi sur la planification du développement qui définit la temporalité des référentiels de développement. Par exemple, une étude nationale prospective, 30 ans, une étude sectorielle, 10 ans, et puis des référentiels sur 5 ans, des stratégies peut-être sur 3 ans. Est-ce que ça dit que les mandats présidentiels, les quinquennats n'ont plus de valeur ou de sens? Donc vous allez voir que si on reste dans cette dynamique de planification de développement, on donne une bonne base, une bonne rampe, un contenu à tous ceux qui viennent. On ne les empêche pas de définir donc des actions. Oui, mais le président qui est élu va vous dire, moi je viens pour 5 ans, renouvelable peut-être une fois tout au plus, après je suis parti. C'est pas antinomique. Prenons un exemple concret. Si on fait une étude sectorielle dans l'agriculture, on fait une étude sectorielle dans le secteur de production, si vous voulez, on fait une étude dans l'éducation sur 10 ans. On fait une bonne analyse, on regarde quel est le scénario qu'on souhaite, quel est l'avenir qu'on souhaite à l'éducation dans 10 ans. Toute la communauté partage cela. Parce qu'attention, ce sont des avenirs partagés. Parce que la démarche prospective permet donc d'avoir une discussion partagée. Donc au moment même de concevoir cette analyse-là, rien ne dit que même celui qui est candidat d'une manière ou d'une autre ne fait pas partie donc des acteurs majeurs de changement qui ont permis de faire cela. Donc du coup, on a 10 ans. Quand vous arrivez, président, vous allez bâtir maintenant des actions, des politiques publiques dans l'éducation. Vous allez vous servir donc de cette étude qui est déjà faite. Donc on ne vous empêche pas de dire que moi, je veux, dans l'éducation, je veux atteindre un taux de 90% d'alphabétisation. Ça, c'est votre objectif en tant que président. Mais pour atteindre cela, il y a des actions que vous allez définir.
Mais et puis on va vous dire, sur le plan didactique et sur le plan de l'enseignement, pour permettre donc de nourrir l'agriculture, de nourrir les sciences, voilà ce que l'étude prospective vous permet. Donc ça vous aide, donc ça ne vous contrarie pas en fait. Voilà. Est-ce que l'étude prospective nous permet de sortir de ce qu'on a connu, CSLP 1, CSLP 2, si vous voulez, cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 1 et 2. Après on a connu la SCAD, le PNDS 1 et 2. Et aujourd'hui on parle de référence nationale, le référentiel national de développement. Est-ce que là, ça va nous permettre de sortir finalement de ce piège-là, à la limite, qui tourne autour des programmes quinquennaux des présidents? En fait, ça vous permet donc d'avoir la bonne base. Parce que lorsque vous avez une étude prospective nationale sur 25 ans, et vous avez une étude thématique sectorielle sur 10 ans, les références sont battues sur 5 ans. Ce que vous dites, la SCAD, le PNDS. Donc vous vous basez, normalement le référentiel est bâti sur 2 piliers. Le programme du président et le référentiel national et la prospective. Donc le président ne peut pas à la limite faire un programme qui va à l'encontre du référentiel national dans la perspective 2050 par exemple? Non. Sauf si effectivement on veut aller dans une parce qu'on définit une trajectoire tendancielle qui dit voici l'avenir souhaité sur 25 ans pour le Burkina Faso. Notre cas par exemple c'était l'envol pour 2025, c'était l'envol de l'albatros. Il y avait l'étalon au galop, il y avait différents scénarios, hein. Vous avez le Silmandé, vous avez l'étalon au galop, vous avez la ruche. Et puis vous avez l'envol de l'albatros, effectivement, qui avait été défini. Et il y a le Dougmator 1, Dougmator 2, qui est le scénario catastrophique. Ça veut dire que si vous souhaitez que vos actions de président vous permettent donc d'être sur la trajectoire vertueuse, c'est-à-dire l'envol de l'albatros, les études sectorielles dans différents domaines vous disent c'est ça que vous devrez suivre comme action à mener. Donc vous-même, vous allez bâtir des politiques publiques qui tendent à permettre l'avènement de cette trajectoire souhaitée. Vous ne pouvez pas bâtir des politiques publiques qui vont ailleurs. C'est pour ça que c'est une boussole. Donc normalement, tous ceux qui sont autour de vous, si le ministre de l'Éducation, où il y a une étude sectorielle dans l'éducation, le ministre de l'Agriculture, où il y a une étude sectorielle dans l'agriculture, le ministre de l'Industrie, où il y a une étude sectorielle sur tout ce qui est transformation industrielle et artisanale, devrait, lorsqu'il reçoit sa lettre d'émission, basé sur votre programme, de bâtir des actions pour que tout cela converge vers cette trajectoire meilleure. Donc vous ne pouvez pas vous écarter. À la limite. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas avoir cette boussole-là. Par exemple, ce qui est arrivé avec la prospective Burkina 2025, l'analyse que j'ai faite aujourd'hui montre clairement qu'on ne s'est pas approprié réellement la prospective. Ça a été le fruit d'une réflexion, mais après, ça n'a pas prospéré. On n'a pas les mêmes chances que la prospective Burkina 2050 dans votre document aussi ne soit qu'un livre. C'est justement en ce moment que la réflexion devient intéressante. Donc, dans le livre, je dis, après avoir fait l'étude nationale prospective Burkina 2050, il faut systématiquement qu'on engage des études sectorielles thématiques. Pour ne pas qu'on fasse l'étude comme ça et puis finalement on n'a pas les études sectorielles. Et pour cela, il faut qu'on donne beaucoup de moyens à l'équipe qui est en charge. Je suis passé à un fonds spécifique, un fonds dédié, pour faire énormément donc, des études. Vous savez, quand ils ont fait l'étude nationale prospective, ah oui, c'est important. Ah oui, après on va dire au Burkina, on n'a pas d'argent pour cela. Oui, mais ça dépend on dit souvent, si vous ne voulez pas l'éducation, il faut essayer l'ignorance, vous allez voir aussi les conséquences. Quand on refuse l'éducation, il faut essayer l'ignorance, vous allez voir les conséquences. Non, l'argent, il se trouve, c'est les priorisations. La seule chose que je veux vous dire, c'est que quand il y a eu l'étude nationale prospective Burkina 2025, il y a eu des études sectorielles. Je crois que dans le domaine donc, du sida, il y a eu une étude sectorielle, je pense qu'il y en a eu une autre dans d'autres domaines, mais ça n'a pas prospéré. Or, si on systématise les études sectorielles sur les secteurs vitaux, on va dire les thématiques vitales, qui permettent donc de bâtir les choses, ça va être intéressant. Un bon référentiel dans l'éducation, par exemple, qui prend en compte les langues nationales, une bonne étude sectorielle dans la culture, qui permet donc de contribuer à la fois à l'industrie culturelle, mais le rayonnement de Burkina, il y a l'industrialisation. Il y a pas mal de choses sur lesquelles qui peuvent servir. Alors, vous avez parlé d'industrialisation, je voulais qu'on fasse une escale là-dessus. On vous voit donc comme le champion des labellisations et des certifications. Est-ce que ça fait partie de cette vision de prospective pour le Burkina Faso, justement? Je préconise effectivement qu'il y ait une étude thématique sur le Made in Burkina. Parce que, vous savez, on est à la fois dans la compétition. Les États sont en compétition, les entreprises sont en compétition, le monde est perpétuellement en compétition. Vous allez faire... Pour être dans la compétition, vous avez la zone de libre-échange continentale qui arrive. C'est un grand marché. Mais qu'est-ce que nous on met dans le marché? Qu'est-ce que nous on met dans le marché? Donc pour moi, cette dynamique qui est enclenchée et qui est en train de se faire maintenant, parce que c'est pas abandonné du tout, est une bonne dynamique pour à la fois donner des produits de qualité au Burkina Faso,
qui respectent les normes internationales, même sous-régionales, pour certifier l'ensemble donc de nos produits, à la fois pour l'international, mais aussi pour le côté vertueux en matière donc de santé, parce que quand les produits sont certifiés, on est sûr que c'est de la bonne qualité, et aussi disposer d'une masse critique donc, de produits qu'on peut importer. Cela est une bonne chose à la fois à la consommation locale, mais c'est aussi une bonne chose pour inverser la balance commerciale si on a des produits transformés qui vont à l'international plutôt que des produits, en tout cas, une rente liée donc aux matières premières. Donc, je fais des préconisations parce que je pense que c'est quelque chose donc, de bien. Et M. Ouedraogo, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous voyez ce que ça représente le consommation local. Vous savez, la mesure qui a été prise de faire du consommation local la lettre du Premier ministre en 2017 a permis déjà en 2017 que l'administration achète pour 18 milliards de produits locaux. En 2018, quand je suis arrivé, pendant un an, jusqu'en fin d'année 2018, lorsque nous avons maximisé les actions, l'État avait acheté pour 195 milliards de produits locaux. En 2019, à peu près pour 201 milliards, et ainsi de suite. Vous allez voir que quand on prend les achats de produits locaux, on met dans la balance, on voit ce que ça représente en termes d'économie locale, en termes de développement endogène. Donc je ne dis pas des choses qui sortent moi de ma tête. Je dis des choses qui se font ici, qui marchent, qui se font ailleurs. J'ai dit des choses parce que tous les développements dans le monde ont été endogènes. Et en faisant la labellisation, l'idée c'était quoi exactement? Est-ce qu'il faut protéger les producteurs nationaux ou protéger ce qui vient forcément du Burkina, de telle sorte que même dans 20 ans, dans 30 ans, personne ne puisse s'approprier ce qui a été produit par nous-mêmes? Ça a deux vertus. Oui. Lorsque vous prenez un produit, le cocodona que vous portez et que j'arbore... Ben oui, ça c'est la valorisation de ce que nous... c'est le fruit du hasard dans l'émission du jour, il faut le dire. Merci beaucoup. Vous allez vous rendre compte que il y a d'abord le nom, Cocodonda. Comme le Faso d'Avoine, c'est le nom. Donc, c'est une marque collective qui ne peut pas être utilisée. Il peut avoir de la cotonnade ailleurs, mais ça ne peut pas s'appeler Faso d'Afani. Donc c'est pour... Mais si on ne le fait pas, d'autres personnes ont le droit de l'utiliser. Quand vous prenez le Cocodonda, il peut avoir donc des pains teints ailleurs, mais ça ne peut pas s'appeler Cocodonda. Donc la première vertu, c'est de protéger d'abord le nom, la marque collective. Ensuite, c'est de protéger les motifs. Dans le Faso d'Afani, vous allez voir qu'on a fait des catalogues de différents motifs. Parce que ça vient de l'imagination des femmes, des dames. Ce sont des dessins graphiques. On ne peut pas permettre à d'autres personnes de les utiliser. Donc on va protéger, on fait un catalogue de 400, 300, 500 motifs qu'on a protégés. Et idem pour le Cocodonda. C'est des gens qui imaginent les rayures que vous voyez, les dessins, qui imaginent ce qu'ils conçoivent dans leur esprit. Donc ce sont des œuvres de l'esprit. On ne peut pas permettre à d'autres personnes d'aller imprimer des choses qu'on doit pour venir. Donc on va faire un catalogue pour protéger aussi cela. Donc deux vertus, au niveau, donc, au début d'abord, le nom et protéger les toits. Et l'autre chose, vous valorisez le produit. Vous donnez une identité au produit, vous faites la communication autour du produit et vous développez toute une économie. Les milliers de dames qui travaillent dans le Cocodonda, les milliers de femmes qui travaillent dans le Faso d'Afani, leurs revenus ont énormément évolué parce que le produit est devenu un produit prisé. Et vous avez par exemple les stylistes aujourd'hui qui le mettent avec un gros travail d'un styliste connu comme Bazemse. Et ensuite tout le monde s'est mis à l'intérieur parce qu'il y a une valorisation, ça a pris de la valeur, c'est assez intéressant. Et le monde entier, dans beaucoup de pays, même s'ils ne disent pas que c'est du Cocodonda, les gens, ça a impacté. Les gens sont dans de la cotonnade, ils valorisent. Est-ce que la labellisation est une forme de garantie sur la qualité du produit? Oui. Parce qu'il y a un cahier de charges. Oui. Une fois qu'on écrit un cahier de charges pour labelliser, donc tous ceux qui vont produire du Faso d'Afani vont respecter le cahier de charges, ils prennent l'agrément. C'est l'État qui est garant ou c'est qui finalement qui est garant de cette qualité en ce moment-là? Il y a un cahier de charges qui a été adopté, l'État et tous les acteurs, et le CNPI. Le Centre national de la propriété intellectuelle, effectivement, qui est là, au niveau donc du ministère donc, du Commerce, gère donc ces différents labels-là. Donc, on va auditer les ateliers, on va auditer les différents acteurs qui veulent le label, ils ont un agrément et ils doivent produire selon les normes, la qualité donc du tissu, le serrage, tout ce qu'il faut, effectivement, pour dire que c'est un Faso d'Afani labellisé. Vous avez un sticker là-dessus. Et quand vous payez ça, vous avez la qualité. Parce qu'il faut garantir la qualité pour le consommateur, même pour justifier le prix. L'autre aspect important, c'était de voir comment le marché burkinabé n'allait pas être pollué par les mêmes types de produits qui venaient de l'étranger. En ce moment, je me rappelle qu'il y a eu plusieurs saisies qui ont été détruites et ces saisies-là n'ont pas été acceptées dans l'opinion. On dit, mais on a trop de personnes qui sont dans le dénuement, on aurait pu leur donner un cadeau. Vous avez fait ce procès-là en son temps. Alors, mais le ministre que je suis et mes collaborateurs, nous on applique la loi. On ne fait pas les choses selon notre tête. La loi dit un produit de mauvaise qualité, un produit contrefait est à détruire.
La loi ne dit pas que lorsque vous saisissez la sardine pourrie, vous pouvez effectivement donc manger parce que vous avez déjà acheté. La loi ne peut pas me dire que si je fais la promotion de la qualité, d'un cocodona de qualité, je fais la promotion d'un faso d'afani de qualité, le jour où je saisis la non-qualité, je dois aller offrir à des gens. Mais je fais le travail contraire de la communication, de la publicité que je fais sur la qualité. Vous n'avez pas compris ceux qui voulaient qu'on donne ça à des déplacés internes, à des personnes dans le déplacés. Les déplacés internes, leur rôle, c'est pas de prendre la merde. Oui. Notre rôle, c'est pas d'apporter de la merde aux déplacés internes. Notre rôle, c'est la solidarité, c'est de partager ce que nous avons de bon. Voilà, on ne sert pas du faux riz aux déplacés internes. Le riz que nous mangeons, si on veut leur donner ce qu'on fait. On ne donne pas de la... Oui, c'est ça, il faut rester logique. Pour quelle raison, eux, ils devraient avoir donc la non-qualité? Pour quelle raison je dois faire la promotion de la qualité pour dire voici le bon faso d'Afani, mais quand il s'agit de la personne, on va les donner. C'est un raisonnement d'abord sur le plan juridique, je ne peux pas le faire. Sur le plan légal, je ne peux pas le faire. Et sur le plan de la conception, de la promotion de qualité, je ne peux pas le faire. Donc je suis tenu, mon équipe et moi, de ne pas poser ces actes-là. Aucun ministre ne peut le faire. Dans le procès, vous avez trouvé que c'était mauvais, en fait, à la limite. Comme je vous ai dit, quand vous êtes à ce niveau de responsabilité-là, il y a toutes les idées que les gens ils proposent, ils pensent qu'il faut faire ça. Mais il ne faut pas juger. Que souvent, d'autres le disent parce qu'ils ne connaissent pas les réalités que je viens d'expliquer. Donc, ils ont leur opinion là-dessus. Mais c'est à nous d'expliquer, de dire aux gens, en réalité, on n'aurait pas pu faire ça, on aurait pu faire ça. Mais il ne faut pas le prendre effectivement dans le mauvais sens. Moi, je ne prenais jamais tout ça dans le mauvais sens. J'écoutais, on documentait. Vous savez, on avait une cellule d'intelligence économique au ministère. J'ai pris un arrêté en 2019 pour créer une cellule d'intelligence économique au Burkina. On collectait l'information, on analysait, on avait un truc en background. Donc, je prenais tout ça comme des choses qui devaient nous permettre de nourrir notre façon dont on le fait et de prendre la hauteur et d'avancer. Je ne voyais pas les gens en ennemis. Je voyais des gens qui critiquaient le service public, en fait, parce qu'ils voulaient de l'amélioration. Alors, restons toujours sur les certifications, les labellisations et l'industrialisation, parce que Burkina 2050 aussi, c'est l'industrialisation. À ce niveau, il y a eu des méventes. Est-ce que dans votre perspective, là aussi, ça s'inscrit dans la logique de trouver les moyens pour qu'on puisse vendre ce que nous produisons? On se rappelle qu'il a fallu même prendre des initiatives pour déstocker des entreprises comme la SNCTech, ou encore, j'ai souvenance que l'unité de fabrication des pneus aussi était dans la même situation en son temps. Oui, alors, je préconise la réindustrialisation du Burkina Faso, parce que notre pays a connu une période d'industrialisation dans les années 70, 60, il y a pas mal d'unités. Et puis après, on est rentré dans une désindustrialisation, parce qu'on a fait la promotion donc, des importations, l'import-export, et puis on n'a pas accompagné les industries. Mais je pense que quand vous prenez l'ensemble des référentiels qui ont suivi, la question de l'industrialisation est revenue. Donc on a adopté en 2019 une stratégie nationale d'industrialisation qui a différents strades. Il y a d'abord les réformes institutionnelles, mais l'accompagnement des industries existantes et puis le développement donc d'autres industries et aussi donc d'infrastructures pour permettre aux gens de mener l'activité. Donc, dans les préconisations, si on veut transformer structurellement l'économie, si on veut faire du développement endogène, c'est-à-dire transformer nos matières premières locales et de créer des emplois, il est clair que l'un des secteurs importants, c'est le secteur secondaire. Donc, l'industrialisation devient quelque chose d'important. Maintenant, quand on avance en se projetant, il est clair qu'il faut protéger celles qui existent. Donc, il faut faire en sorte que la préférence nationale, elle se fasse de cette manière-là, mais pas au détriment donc, des choses qui viennent ailleurs quand on en a au plan local. Vous avez du sucre qui fait 30 000 tonnes et vous avez une consommation nationale autour donc, de 120 000 tonnes. Bon, donc, ce qu'on demande aux commerçants, c'est pas compliqué. C'est d'abord d'acheter les 30 000 tonnes et de commander les 90 000 tonnes qui manquent pour compléter. Idem pour les pneus, idem pour l'huile, à peu près 25 000 tonnes. Mais ce qui est bizarre, ce qu'on produit normalement ne doit même pas, ça ne peut pas couvrir la demande nationale. Voilà. Et il se trouve qu'il y avait de la mévente. Oui, mais en tant que ministre du Commerce, vous avez eu à gérer à plusieurs reprises cette question et ça ressort encore dans votre document pour la prospective 2050. Oui, parce que tout simplement, c'est l'orientation politique. Ouais. Si on choisit de mettre en avant l'import-export et on ne met pas en avant l'industrialisation, ça produit ce genre de choses. Donc les industries, donc il n'y a pas un matchage, hein, vous voyez, une symbiose entre le commerce et l'industrie. Sinon, le problème ne devrait pas se poser. On a pris un décret qui existe sur la liste des produits soumis à autorisation spéciale d'importer. Donc, on a mis tout, l'huile, le sucre, les pneus, sur cette liste-là. Donc, vous pouvez importer, mais c'est conditionné à l'enlèvement du stock national. Donc, on n'empêche pas les gens d'importer. On vide le stock national et puis on importe le gap, puisque la production nationale, comme vous l'avez dit, ne couvre même pas les besoins. Donc, maintenant, s'il n'y avait pas une politique publique,
qui permettait effectivement de créer cette symbiose, effectivement, encore un mariage que j'appelais ça un mariage monogamie bien séparé. Voilà, les industries ont leur bien, et les commerçants ont leur bien, mais c'était un mariage parfait qui permettait aux commerçants donc d'acheter les produits. Ils sont dans leur secteur. Je vends du sucre. Je ne demande pas de vendre autre chose. Je dis, comme tu vends du sucre, tu payes le sucre des Sensosiko, parce qu'il y a quand même 3000 emplois. Oui, à préserver. À préserver. Et ce sont des Burkinabés. Ce sont des Burkinabés. Et ensuite, vous importez, vous vendez, parce que sinon, on développe l'industrie ailleurs. Et c'est des politiques publiques aujourd'hui qui sont partagées. C'est pour ça que j'ai dit que quand les études sectorielles, quand l'étude nationale prospective, quand la vision, effectivement, donc, est partagée par tout le monde, parce qu'on a fait un travail qui prend tout le monde au départ. Comme j'ai dit pour écrire la Burkina 2050, il faut que tous les acteurs majeurs de changement soient impliqués. Si tu es partagé au départ, il n'y a pas de souci. Un acteur majeur de changement, quand on parle de consommation, c'est la Ligue des consommateurs ou toutes les associations de consommateurs. Si dans l'écriture de l'étude nationale prospective Burkina 2050, cet acteur majeur de changement n'est pas pris en compte dans la définition et dans les attentes du manœuvre, il va s'en dire qu'en matière de consommation, on peut passer à côté. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est un peu des choses comme ça qu'on préconise à l'intérieur pour aller. Et pas que. Oui. Quand je vous parle de la culture à l'intérieur. On va revenir sur la culture. Je voudrais qu'on fasse une escale rapide encore sur la question des déstockages. Est-ce qu'au début, avec le recul, ça a été facile de convaincre certains de payer forcément d'abord nos produits avant de faire venir de l'étranger? Alors c'est vrai que vous allez me dire que j'ai tendance à vous ramener dans le livre, mais je reviens là-dessus. Alors, mais ce que il n'y a pas de combat qui est simple quand ça touche les intérêts des uns et des autres. Maintenant, c'est la démarche maintenant. Je vais du secteur privé. Moi, j'ai discuté longuement avec les acteurs du secteur privé, les commerçants, les organisations qui sont à l'intérieur. Je posais le problème parce qu'on n'est pas les seuls patriotes, ils sont aussi des patriotes. Qu'est-ce qu'on fait? On a 3000 emplois à la Sensosiko qui peuvent se perdre du jour au lendemain. Personne n'ira à Banfora. On a dans le secteur du lurerie à peu près 30 000 emplois. Quand vous prenez toutes les unités, vous avez ça aujourd'hui qui est une fierté. Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce qu'il y a un problème de consommateurs? Il n'y en a pas. Donc c'est un choix dans la manière de faire du commerce. Ils ont posé leur problème. Ils estiment que la disponibilité du produit, ceux qui dans le pneu par exemple, ils ont dit non, voilà, on fait beaucoup plus de pneus pour les vélos. Alors que c'est les VTT maintenant qu'il faut faire plus de pneus, les prix, on a échangé. Et puis finalement, avec SAP et ceux qui sont au terrain populaire, il y a eu cette entente-là. Ils ont fait les déstockages. On a fait une journée de déstockage où les gens payaient pour 700 millions. On a fait une journée où les gens payaient pour 1,4 milliard de pneus le même jour. Et l'entreprise était presque dans une situation de faillite. Oui, et les gens ont compris. Oui. Ils ont compris effectivement donc, que ce patriotisme économique-là, c'est bien. Donc ça peut aussi améliorer les choses. Les gens sont allés. La Sensosiko, les gens ont expliqué effectivement donc, les délais donc, de production. Ils se sont compris, ils ont commencé. La SN insistait qu'il y avait le problème de prix, le problème de... Ils ont amélioré totalement. On parle des odeurs, des huiles. Eux aussi, ils ont amélioré. Mais s'il y a cette discussion permanente entre les différents acteurs, il n'y a pas d'opposition. Ça permet aux gens donc, de faire leur business et de gagner. Et de créer, de préserver les emplois et du manœuvre. Donc il y a toujours... Forcément, à l'intérieur donc des gros commerçants, il y a toujours des lobbies, des gens qui ne voient pas les choses de cette manière. Mais ce qui est intéressant, à la fin de la journée, il y a la loi. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces discussions qu'on fait, et puis après ceux des brebis galeux qui ne veulent pas s'aligner, on les applique la loi. Vous voyez, à un moment donné, on a mis le mécanisme en place, et ça a fonctionné, et puis à un moment donné, ça s'est grippé parce que des gens trichaient, et puis on a suspendu les importations. On dit c'est clair, soit on a la semaine là pour aller tout déstocker, puis il y a les importations, soit il n'y en a pas, et rien ne rentre. Tout ce qui est à la douane est bloqué, tout ce qui arrive de l'extérieur, vous ne pouvez pas faire entrer. Vous devez aux banques, vous êtes dans une situation, mais en ce moment, l'État est un monstre froid. Voilà, donc la loi est appliquée, mais celui qui ne veut pas aller, il n'est pas au-dessus de la loi. Donc c'est souvent les situations pareilles. Mais la préférence, c'est que nous engageons dans des discussions pour y arriver. À un moment donné, si ce n'est pas le cas, il faut décider. La réindustrialisation dont vous en parlez dans votre document pour Burkina Prospective 2050, comment faire pour qu'une entreprise ne se crée cette année et ferme l'année suivante? D'abord, il faut s'adresser aux promoteurs de l'idée. Parce que souvent, la mortalité infantile des entreprises ne vient pas trop uniquement de l'environnement des affaires. Ça vient aussi de l'idée au départ. Est-ce que c'est une idée qui tient la route? Est-ce que certainement votre projet tient la route? Ou vous aussi, vous avez vu quelqu'un qui a créé dans le même sillage, vous aussi, vous créez votre boîte. Donc, l'une des causes, c'est la solidité de l'idée. Puisque la maison d'entreprise ne vous empêche pas de créer une entreprise. Une fois que vous avez fait vos statuts, vos règlements intérieurs, vous pouvez créer sans problème. Mais est-ce que votre idée tient? Ça, c'est la première. Donc, c'est une des choses d'abord, est-ce que l'idée tient la route? Donc, il faut d'abord former les entrepreneurs. Il faut que nos écoles, les gens soient bien formés, qu'ils comprennent les idées, qu'il y ait
suffisamment donc de données, des statistiques pour permettre de faire des études de marché, pour voir s'il y a des clients dans le domaine où vous y allez. Et puis après, il faut améliorer le climat des affaires pour permettre aux entreprises donc d'évoluer. Et le côté fiscal, est-ce qu'il ne faut pas accompagner aussi les nouvelles entreprises? En tant que ministre, on vous en avait parlé à plusieurs reprises. Dans nos textes, il y a beaucoup d'accompagnement. Il y a beaucoup d'accompagnement au niveau fiscal. Quand vous regardez les centres de gestion agréés qui ont été créés, qui sont à la maison donc de l'entreprise, mais ça permet d'accompagner les PME dans leur comptabilité, et tous ceux qui vont à ce niveau-là ont des avantages fiscaux lorsqu'ils vont se formalisent et qu'ils se font accompagner. Et vous prenez le coût des investissements qui a été fait. Lorsque vous êtes une PME, même pour un investissement donc de 25 millions dans la transformation de matières premières locales, vous bénéficiez donc du régime A, 25 millions, 4 emplois créés. Donc c'est aussi de la fiscalité de porte qui est faite de telle sorte que les PME sont accompagnés. Il y a beaucoup de fonds qui ont été mis en place pour accompagner les uns et les autres. Donc je pense que quand même nos politiques publiques ont prévu donc des choses. Je vois là en ce moment une grande dynamique qui se poursuit sur l'accompagnement des PME. Donc je pense que il y a quand même l'accompagnement, mais c'est pas suffisant. Il faut continuer à réformer, à regarder ce qui se fait ailleurs, discuter avec les structures d'appui au secteur privé et puis les entrepreneurs pour continuer à améliorer. Venons à présent à la culture. La culture aussi est dans votre vision de la prospective Burkina 2050. Concrètement, en quoi la culture peut être un élément fondamental pour l'émergence économique d'un pays comme le Burkina Faso? Sur deux plans. Oui. Sur le plan de l'homme, de l'humain. Vous savez, je dis que tout le développement était endogène. Mais un développement, il y a besoin d'un capital humain. Et on ne peut pas se développer si le capital humain n'est pas préparé. On ne peut pas se développer si vous n'avez pas des gens qui comprennent la philosophie de développement de votre pays. Et la culture permet donc de former l'homme, j'allais dire, pas formater, peut-être c'est mal dit, mais permet en tout cas donc de construire l'agent économique dont on a besoin. Aujourd'hui, si on est dans une culture de consommation local, vous allez voir que vous allez avoir des agents économiques qui vont être dans ça. Si vous êtes dans une culture des gens qui veulent protéger le Burkina Faso, qui comprennent très bien qu'il faut qu'on vive ensemble, vous allez... Donc la culture, les expressions culturelles qu'on a aujourd'hui, les valeurs que transportent nos cultures, les valeurs de vivre en termes de solidarité, de défense, d'amour de la patrie, sont des choses qui permettent donc de favoriser le développement. Mieux, quand on prend l'autre côté, l'industrie culturelle, c'est aussi un secteur qui crée de l'emploi. C'est aussi un secteur qui crée suffisamment d'activités, les différentes expériences qui permettent donc d'avancer. Vous prenez dans le secteur de la culture, vous avez le FESPACO, vous avez le CIAO, vous avez la Semaine nationale de la culture. La Semaine nationale de la culture. C'est pas seulement le côté expression, mais ça permet donc de structurer la vie en communauté. Et tout ça permet à un pays d'être effectivement une nation économique, une nation vertueuse pour pouvoir avancer. Donc la culture a un rôle important à jouer. L'autre part, c'est le rayonnement du pays. Sur le plan national et sur le plan international, vous ne pouvez pas vous vendre, vous ne pouvez pas vendre vos produits, vous ne pouvez pas exister à l'international si vous ne rayonnez pas, s'il n'y a pas d'attractivité, si on ne vous connaît pas. C'est-à-dire que sur la planète, là, quand vous avancez, on dit le Burkina Faso, c'est où? C'est quel pays? Il faut qu'on dise quelque chose. Souvent on dit c'est le pays de Thomas Sankara, c'est le pays du FESPACO. Regardez uniquement ça, c'est le pays des hommes intègres. Ces trois éléments-là sont des éléments donc où on peut bâtir notre soft power autour. Donc on va avoir la culture comme un outil de rayonnement, même des relations avec les autres peuples. Donc c'est quelque chose, c'est essentiel. Il y a le salon du tourisme et de l'hôtellerie aussi qui permet donc d'attirer, ça c'est le tourisme qui permet donc d'attirer aussi les uns et les autres dans notre pays. Donc il faut, à mon avis, une étude thématique sectorielle sur la culture pour permettre donc de se projeter, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre dans la culture. La culture peut nous accompagner sur beaucoup de choses. Je vous pose une question peut-être embêtante pour vous, pour avoir été ministre. Est-ce qu'il faut impérativement un département spécifiquement dédié à la culture et au tourisme au Burkina Faso? Parce qu'on a toujours tendance à le fusionner avec d'autres ministères. D'abord, le plus important, c'est de bâtir des politiques sectorielles dans les différents secteurs. Parce que vous savez, après, on met l'individu, on découpe comme ça. Ça, on est dans l'opérationnel maintenant. Le problème de notre pays, ce n'est pas forcément cela. C'est la vision que cette manière de faire est conjoncturelle. Est-ce que de façon structurelle, dans la prospective, Harouna Kaboré propose d'ici à l'horizon 2050 qu'on ait tout le temps un ministère spécifiquement dédié à la culture et au tourisme? On va dire que dans la prospective, il faut définir ce qu'il faut faire dans le domaine de la culture pour permettre de réaliser le système Burkina à l'horizon 2050. J'arrive. Oui. Si on dit ça et qu'on est d'accord, si vous venez, Ismaël, vous êtes président de la République, vous estimez que pour mieux atteindre cet objectif-là, si j'ai un ministère distinct, ça me permet donc d'obtenir 20, 40, 50% donc de résultats en un temps record pour atteindre
la trajectoire qu'on s'est fixée, il n'y a pas de problème. Mais si vous estimez que si vous combinez plutôt avec... Vous permettez, à la fin, la décision que vous prenez, vous devez pouvoir quand même dire, si je prends la décision dans ce sens-là, ça permet donc de garder la trajectoire vertueuse. C'est ça qui est le plus important. Tout ce développement pour ne pas répondre à la question. Non, j'ai répondu à la question. Oui. Vous savez, désolé. Dans la prospective, on ne doit pas le voir. Non, on arc-boute. D'abord, j'ai prouvé que la prévision, ce n'est pas une science de prédiction, ce sont des avenirs souhaitables. Donc, ce que je veux vous dire, M. Ouedraogo, on débat sur des choses qui sont, à mon avis, je vous dis des détails. Si vous ne bâtissez pas, donc moi je ne rentre pas dans ça. Si on ne bâtit pas le socle lui-même, faites un ministère de la culture à part. Faites un ministère de la culture mélangé au ministère donc des finances, vous n'aurez pas de résultats. Donc avant qu'on discute de cela, c'est pour cela qu'on se fait avoir. Parce que nous, aujourd'hui, vous avez été on se fait avoir. Vous savez qu'un ministre plein et un ministre délégué n'ont pas les mêmes pouvoirs de décision, vous le savez plus que moi. Non, la question, ce n'est pas le ministre qui vient décider. Quand le ministre arrive, on lui donne une lettre de mission. En fait, vous vous méprenez souvent sur... On lui donne une lettre de mission. Est-ce que la lettre de mission-là, elle a des bonnes orientations, des bons axes, une bonne vision? Le ministre, lui, avec ses collaborateurs, vont proposer, en réponse à la lettre de mission, le plan d'action à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs visés par la lettre de mission. Donc tout dépend de l'orientation et de la vision. Alors pour vous, dans votre histoire de perspective 2050, vous ne définissez pas le nombre de portefeuilles ministériels qu'il faut avoir pour un pays comme le Burkina. Je vais vous dire une chose. Ce pays peut avoir 10 portefeuilles ministériels et puis ne pas avoir des résultats, comme il peut avoir 40 avoir des résultats. C'est un faux débat. Je vous dis, vous savez, on reste sur des sujets superficiels. Il faut 25 minutes, d'autres me disent qu'il faut le mettre donc dans le... Ah donc c'est un faux débat. Oui, pourquoi? Parce qu'on lit toujours cela à un seul sujet. On lit cela à le train de vie de l'État. Oui. Mais le train de vie de l'État, il ne se limite pas à un seul point. Vous pouvez faire 20 ministres. Et puis on dépense énormément. Comme vous faites 40 ministres, et puis vous optimisez effectivement donc le département. Ce n'est pas le nombre, pas parce qu'il va avoir 20 emplois supplémentaires ou 40 emplois, c'est ça l'objectif. Première chose. L'autre chose, ce n'est pas de se concentrer pour partager le petit gâteau. Comme on a ça, il faut qu'on gère bien. On n'est pas dans la trésorerisation. Comment on produit suffisamment donc de richesses? Comment on s'organise pour faire mieux, pour faire grandir le schmilblick, le grand gâteau? C'est ça le sujet. Est-ce que le sujet c'est de dire on a 1000 francs, comment on se partage les 1000 francs? Comment on gagne 2000, comment on gagne 3000? Moi je suis dans une démarche effectivement donc où on se libère, où on avance. Je ne vois pas pourquoi, non, il faut prouver. Maintenant si on dit non, avec 25 ministres on dépense, je l'ai dit 100 millions, mais avec 40 ministres on dépasse 200 millions. Mais si on prouve qu'avec ça, on a plus de résultats que tout là, on y va. C'est comme ça que moi je raisonne. Je ne raisonne pas dans tous les trucs. Maintenant, je comprends très bien que si c'est prouvé qu'avec 40 ministres, on n'a pas les résultats escomptés et qu'on dépense beaucoup, mais avec 25 ministres, on les a, qu'on prenne la décision de faire 25 ministres. Mais il ne faut pas que ce soit une fixation qui n'est basée sur aucun argumentaire. Voilà pourquoi je pose le problème. Donc moi, je n'ai rien contre que ce soit 10 ministres, que ce soit 40 ministres. J'ai que ça produise les effets qu'on attend. Alors, quel est votre regard sur les perspectives économiques d'un pays comme le Burkina avec l'insécurité actuelle? Notre pays est un pays formidable, qui a une histoire formidable, qui revient, qui a passé à différents stades, où des gens pensaient qu'on va disparaître. Je rappelle sans cesse, on a été un peu pionnier pour mettre cette question-là sous la table depuis 2015, la question de la reconstruction de Haute-Volta. On en a même fait un film sur la reconstruction de Haute-Volta sur les questions d'identité du pays. Et c'est 15 ans de combat. Les gens ont cru qu'on n'allait jamais exister. Mais le Burkinabé, ensemble, avec la chefferie coutumière en particulier, Divan, le Moro Naba de son temps, a pris un peu le lead donc, de ce combat-là. Et on a été reconstitué en 47, 15 ans de combat. Aujourd'hui, depuis 7 ans, nous sommes attaqués. Il y a des succès, des insuccès. Mais je vais parler de ceux qui croient fondamentalement que nous allons définitivement en finir avec le terrorisme. Parce que à chaque fois qu'il y a une approche nouvelle, à chaque fois qu'il y a des façons de faire pour améliorer ce qui n'a pas été bien fait hier, ce sont des choses qui nous permettent donc d'engranger des victoires et d'y aller. Moi, je n'ai pas de doute sur le fait que ça sera de l'histoire. Et je pose tous les jours des actes. J'invite l'ensemble donc de Burkinabé à ne poser des actes que dans ce sens, à soutenir les forces de défense et de sécurité, à soutenir les personnes déplacées internes et à faire tout ce que chacun peut faire pour que les actions des FDS réussissent. Parce qu'il y va de nos avenirs individuels, parce que Norbert Zongo a dit, il n'y a pas d'avenir pour un individu.
dans un pays qui n'en a pas. Je veux vous entendre. Quelle est la place du changement de mentalité dans la prospective 2050 dans votre document? Oui, la mentalité est essentielle. Oui. Si vous n'êtes pas des winners, mentalité des winners, des gagneurs, si vous n'êtes pas donc une mentalité donc de résistants, des gens qui font face à l'adversité, on est difficile, parce que j'ai dit que nous sommes dans la concurrence. Si vous n'avez pas une mentalité pour influer sur le cours donc des choses, pour influer dans votre environnement immédiat, ça pose un problème. C'est pour cela qu'il faut structurer l'esprit. C'est pour cela que je pense que la culture est essentielle pour structurer. C'est pour cela que nous avons des faits, des symboles, hein, des symboles, des choses qui sont fondatrices. Souvent, je les évoque. Quand on parle de l'héroïsme de nos dévanciers, c'est pour que les plus petits, nous, on comprenne très bien qu'on n'a jamais été à terre. Donc, d'ici à 2050, on doit tout le temps dire, de par le passé, il y a des gens qui ont fait ci, il y a des gens qui ont fait ça, il faut continuer à mais ça fait partie. Nous ne pouvons pas être des peuples, effectivement, donc, qui cultivent l'esprit, effectivement, donc, de perdants. Des gens qui donnent l'impression qu'ils se couchent ou tout ça. Des gens, non, nous devons pouvoir continuer à réaliser l'éducation civique, l'éducation morale. Vous savez les contes. Moi, j'adore les contes. C'est pour cela que nous, on accompagne beaucoup KPG. Et ça vous rappelle ce que vous êtes, d'où est-ce que vous venez, qui vous êtes, où est-ce que vous allez. Ça vous montre que vous n'avez pas de complexe à avoir. Vous ne devrez pas accepter, quand vous marchez là-dessus en matière de souveraineté, moi j'ai toujours dénoncé le colonialisme, le néocolonialisme, l'infantilisation de l'Afrique. Nous avons des valeurs en Afrique. Nous avons des choses effectivement à montrer au monde. Souvent, on prend des exemples en Afrique et on pense que c'est juste pour rigoler. M. Ouedraogo, quand nous on parle de démocratie et qu'on cite la charte de Mandé, qui est aujourd'hui reconnue à l'UNESCO. On pense qu'on rappelle juste effectivement donc, la charte des chasseurs que Sundiata a dit. Mais c'est pour dire au monde, nous, on n'en vit pas la Déclaration universelle des droits de l'homme. La première constitution africaine, la charte de Kourkan-Fouga, comme on dit. On n'en vit pas la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous étions des gens qui ont cru aux droits de l'homme. La vie avait une valeur chez nous, donc on n'a pas de leçons à recevoir sur la vie. Nous étions là. On ne fait que s'améliorer. Quand on dit aujourd'hui que, prenons dans nos livres d'histoire, on revient là-dessus. On peut dire, les autres sont à l'exploration, ils sont allés partout, ils avaient de la vision. On vous dit 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais c'est faux. Avant cela, Boubacar II, qui vient de la région du Soudan, il a découvert les Amériques beaucoup d'années plus en avant. Alors on demande de prouver, mais aujourd'hui, je prends d'autres exemples. Je cite ça souvent, on rigole qui se rigole. J'ai dit, des gens sont montés au ciel, mais quand nous on dit que Djabel Lompo est descendu du ciel, ça fait rigoler aux gens, mais aujourd'hui, parce que les gens se raisonnent physiquement, ils maîtrisaient de la métaphysique, ils ne savaient pas à cette époque-là que représentait Djabel Lompo aux yeux de Dieu, que c'est Dieu qui choisit, c'est l'élu. Comment il est descendu au ciel? Mais ça fait rigoler, mais pourquoi ça devrait être faux? Si on en montre, on peut en descendre. Je peux vous prendre beaucoup d'exemples pour dire que pour fonder le mental des gens, pour faire le mental des gens, il y a des symboles, il y a des choses sur lesquelles on doit montrer. Nos enfants doivent dire, nous sommes les enfants. Nous sommes les héritiers de Thomas Sankara. Nous sommes les héritiers de Naba Wobro. Nous sommes effectivement donc ceux-là, les femmes, elles doivent dire Nakambe. Nous venons de là. Wemba Poko, Jimbi Ouattara. On doit dire ça. C'est ça qui fait que nous, c'est qu'on a des repères. Oui. Nos repères, ce n'est pas les autres. Nos repères, c'est nous-mêmes. Nous avons des repères endogènes sur lesquels on doit fonder pour y aller. C'est comme ça qu'on fait face à l'adversité. C'est comme ça qu'on reste debout. C'est comme ça qu'on reste debout. C'est comme ça qu'on fait face à l'adversité. Aruna Kabore, on s'arrête là. L'émission est terminée. Merci beaucoup. Monsieur Ouedraogo, je voudrais vous remercier de me donner l'occasion, donc de m'avoir donné l'occasion de revenir en fait, je vais dire sur l'âme du livre, même si on n'a pas parlé dans tous les détails, les lecteurs vont pouvoir le lire. Oui, c'est aussi l'esprit, parce qu'il ne faut pas tout dire. Il faut que les gens aient le réflexe de lire, parce qu'on a tendance à dire que quand on veut cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Et il ne faut pas continuer à perpétuer une telle vision des Africains avec la lecture. Et c'est le lieu pour moi de saluer l'action de toutes les forces de changement, notamment donc les médias, les journalistes qui continuent d'éduquer, de donner des espaces d'échange aux populations, qui nous permettent donc de continuer à rêver d'un Burkina meilleur, qui nous permet donc de garantir les libertés fondamentales. Vous qui êtes en particulier, je l'ai dit quoi, l'ami de la, l'ami de la liberté et de la démocratie. Vous qui êtes, en tout cas, je voulais vous saluer et saluer par devant vos confrères et dire que nous autres, nous sommes toujours là. Et moi, je crois foncièrement et fondamentalement que notre pays ne se couchera pas. Les forces de défense et de sécurité, avec notre soutien,
nous allons en finir avec le terrorisme. Nous allons continuer à rêver du grand Burkina, de la nation économique, de la puissante Burkina Faso qui nous tient tous à cœur. Merci beaucoup Harouna Kaboré. Merci docteur Harouna Kaboré, c'est important de le préciser. Influence de l'intelligence économique sur la prospective, préconisation pour l'étude nationale prospective Burkina 2050. Je le disais à l'introduction qu'on peut lire ce document-là en une journée quand on est friand de lecture. C'est moins de 150 pages. Donc c'est possible à lire. Il faut que vous aimiez la lecture. Allez-y, vous l'achetez et je pense que ça va vous être utile. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. Très bonne suite de programme à tous et à chacun et on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.